Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau livre que je viens de terminer, que je viens de lire, qui s'appelle Mossad, un agent des services secrets parle. En fait, donc, c'est un agent qui a fait la formation, qui a réussi la formation. Et donc, il a écrit son livre. Il a fait appel à un journaliste qui s'appelle Claire Hoy. C'est un journaliste canadien. Et notre agent, qui est un lanceur d'alerte qui s'appelle Viktor Ostrovsky, donc il a fait partie du Mossad sur une période de 4 années, et donc il a publié son livre. Et bien sûr, son livre, il y a eu une plainte du gouvernement israélien aux États-Unis et au Canada pour que le livre ne soit pas publié, mais Viktor Ostrovsky a gagné ce procès. Donc, si vous avez bien compris, le sujet c'est Viktor Ostrovsky, qui est un lanceur d'alerte, qui n'est pas le premier, enfin, parce qu'il y a eu une autre aussi qui a lancé une alerte sur le Mossad. Et en fait, le livre raconte l'histoire du Mossad durant la formation et après la formation, parce qu'il y a une période où il était un agent de terrain, Victor. Donc, en fait, le livre, pourquoi il a... Donc, en fait, avant de commencer à parler du livre, il faut que je vous parle d'abord de Victor. Victor, c'est un citoyen canadien qui vivait au Canada, qui est né au Canada, dans la province d'Alberta, au Canada. Et son père il faisait partie de la Royal Air Force, donc ce sont les avions militaires qui volent pour le pays, Et sa mère, elle est juive de Palestine, c'est une professeure, donc pour lui, il a été éduqué dans le sionisme. Donc pour lui, sa vision, c'est que les juifs, ils vivaient avec les arabes en paix, et que les arabes, ils allaient chez les uns et chez les autres, et que cette paix, cette amitié entre les juifs et les arabes prévaudrait sur le mal. Et en fait, donc lui, il avait ces idéaux-là, et il a vécu cette période-là de paix entre les deux communautés, et que l'État d'Israël n'en était même, c'est ce qu'il dit dans le livre, et qu'ils étaient comme des David et des Goliath, et qu'ils devaient compter que sur eux-mêmes pour défendre le pays, et que c'était une guerre perpétuelle. Et donc en fait tous ces idéaux sont tombés, ils ont été battus en brèche quand il est rentré au Mossad. Et en fait donc il a publié son livre parce qu'au Mossad il a vu l'égocentrisme, les magouilles, qu'est-ce que je peux encore dire, des ventes d'armes, du trafic de drogue, des mensonges, et la vie humaine chez les Arabes, ça comptait pas au sein du Mossad. Donc c'est pour ça qu'il a écrit son livre. En fait, donc on peut dire que Viktor Ostrovsky, c'est un patriote. Malgré qu'il a écrit son livre, qu'il a trahi le Mossad, et il a trahi parce qu'il voyait du mal dans le Mossad. Il voyait bien que la ligne directrice du Mossad, elle a été déviée par certaines personnes qui dirigent le Mossad pour faire le mal et pas pour faire le bien. Et donc, on va voir dans le livre, donc il y a beaucoup de chapitres, il y a des questions de trafic de drogue, de magouilles, de sectes, parce que le Mossad c'est une secte, en fait, vous allez voir pourquoi, de mensonges, de partouzes. Au sein du Mossad, ils font des partouzes avec des secrétaires, vous allez voir, je vais vous aborder les chapitres. Donc c'est vraiment un gros livre. Donc si vous voulez par exemple lire sur le Mossad, vous devez lire ce livre pour absolument comprendre le fonctionnement du Mossad. Et si vous voulez vous engager, c'est intéressant aussi de le lire. Moi, je suis tombé sur le livre par hasard, parce que c'est un livre qui a été publié en 1990, et donc il a mis 4 ans pour être publié, de 86, c'est en 86 qu'il a été diplômé du Mossad. Donc c'est un livre qui nous apprend beaucoup de choses sur le Mossad. Et donc voilà, donc il a été sélectionné, il était heureux de faire partie du Mossad, il a réussi. Alors c'est une bande de 4 copains, ils étaient 4, ils ont fait connaissance ensemble. Sur les 4, Victor a réussi l'examen. Les 3 autres ont échoué, n'ont pas eu leur diplôme, mais ils ont été engagés par le Mossad, mais à des degrés subalternes. Un fera les communications, un autre va devenir le garde du corps d'un trafiquant de drogue, qui est un officier du Mossad, Mike Hariri. Voilà, donc le Mossad, on fait le mal, mais on ne fait pas le bien, Donc on va commencer à aborder le chapitre tout de suite. Alors, donc en prologue, on peut se poser la question comment un petit agent de l'Institut, alors en fait le nom de l'Institut, c'est comme ça qu'on le nomme dans le livre et dans la réalité, on ne dit pas le Mossad, on parle de l'Institut ou du bureau. Ça c'est ce qu'on enseigne au Mossad, il ne faut pas prononcer le nom du Mossad.
Alors, comment ça se fait qu'un petit agent puisse connaître toutes les histoires que je vais vous raconter? C'est très simple. À l'époque, en 82 jusqu'en 86, la période où il a été engagé comme agent du Mossad, où il a réussi sa formation, et on compte que 35 à 40 officiers du Mossad, pas plus. Et donc il sait beaucoup de choses sur ce qui se passe au Mossad, parce qu'en fait, le Mossad peut compter sur une communauté juive à l'étranger, dans le monde entier, qu'on appelle Sayanim. Et en fait, ce sont des juifs, des citoyens, quoi. Donc, ils rendent des services aux agents du Mossad, des services. Par exemple, si vous êtes un agent immobilier, ben, vous pouvez trouver un appartement pour héberger les agents du Mossad. Si vous vendez des voitures, ben, vous allez fournir des voitures. Si vous avez un restaurant, vous êtes médecin, ben, si vous êtes médecin, par exemple, vous pouvez soigner illégalement des blessés aux armes à feu ou aux armes blanches, sans que la police ou les hôpitaux ne vous ont à soigner. Donc, ça repose sur un réseau auxiliaire dans le monde entier. Alors, ça c'est vrai, on appelle ça les Sayanim, et les agents du Mossad sont appelés les Katsa. C'est comme ça qu'on leur donne le nom dans le livre, et dans la réalité, je suppose aussi, quoi. Donc lui, Victor Ostrovsky, il est convaincu que le Mossad est une bonne organisation, mais qu'elle a été déviée par les dirigeants qui agissent dans leur intérêt et pas dans celui-là d'Israël. Donc, l'un des thèmes du livre, il repose sur le fait qu'il n'y a pas de contrôle sur le Mossad en Israël, donc le Mossad peut agir dans ses propres intérêts et pas dans celui du pays, et qu'il faudrait une assemblée du Parlement pour contrôler les activités, et qu'en fait le Mossad il ment beaucoup au Premier ministre de l'époque, Netanyahou, et en fait le Mossad, on a l'impression que c'est une organisation dans l'État, quoi. Ils sont indépendants, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne le Mossad. Alors, dans le premier chapitre, ça s'appelle le cadet, hein, c'est le nom du chapitre, c'est le recrutement. Alors, dans ce chapitre, il explique qu'il apprend à noter qu'est-ce qu'il voit lors d'une surveillance, il fait des filatures, il surveille des immeubles, il surveille l'appartement dans un immeuble, il voit à quelle heure la lumière s'allume et s'éteint, et donc il note tout ça, quoi. Ensuite, il faut comprendre aussi que dans la formation, il y a beaucoup de passages à tabac. C'est-à-dire qu'en fait, le Mossad il informe la police qu'il y a une surveillance dans une rue, en l'occurrence là où il faisait sa filature et sa surveillance. Et donc il y a des agents qui sont disposés autour du quartier, et donc la police va ramasser les agents les uns après les autres, et donc ils vont subir des coups et des baffes dans la voiture, et ils voient que la police sont grossiers avec les agents, ils les insultent, ils les traitent des enfoirés de dealers, comme je le vois dans les livres. On va s'occuper de toi, tu vas comprendre ta douleur. Donc il y a des coups qui pleuvent dans la voiture durant le trajet, quoi. Et il reçoit des coups de poing dans le visage, passage à tabac, pari entre... Et en fait, on va comprendre plus tard dans le livre pourquoi il y a ces passages à tabac. En fait, les agents instructeurs, ils disent pour vous former, pour pas que vous parliez. Donc ils font passer leurs agents à tabac dans la voiture. Donc ça c'est l'épisode dans la voiture, hein. Donc il ramasse des coups et il va être jeté dans une rue devant l'abribus, devant un arrêt de bus, où un bus il va arriver et les gens vont le voir jeter comme un malpropre de la voiture dans la rue. Victor, pardon, donc il va être jeté comme ça, quoi. Et ça, fait partie de la formation, le passage à tabac dans la voiture. Vous voyez, c'est pas normal, hein, je vous ai dit, hein. Alors, donc, un autre exercice sur le terrain, et donc il a une mission, c'est qu'il doit aller dans un restaurant et il doit devenir l'ami du gérant du restaurant. Et donc, il va obtenir sa confiance en racontant des mensonges, hein, parce que c'est le travail de l'agent. Donc ça, c'est un exercice. Il y a aussi un autre exercice qui explique dans l'exercice de filature. Ils sont, par exemple, entre 5 et 10. Et donc, ils font une filature et ils sont observés par 20 instructeurs à l'arrière d'eux qui les observent, qui voient comment sont leurs réactions, comment ils sont testés sur le terrain, leurs agents. Ils voient comment ils interagissent entre eux, comment ils bougent. Et donc c'est un exercice de stress, et donc il l'a senti comme ça, quoi. Alors il y a aussi un exercice à la banque, hein, donc il doit rencontrer le directeur de la banque, et donc il va voir la secrétaire, il va prétexter qu'il doit faire un transfert de fonds. Donc après son exercice il a réussi, et il a lié d'amitié avec le directeur de banque, donc il va aller rentrer dans un hôtel ensuite, et là il est embarqué par la police de nouveau. Alors la police va l'amener dans un lieu, dans une salle de bain, ils vont le mettre à poil,
Et bien sûr, la police, ils sont très méchants et ils ne sont pas des enfants de cœur. Et donc, il va subir des gros mots, mais pas encore de violence à ce moment-là, ce qui est très bizarre, quoi. Et en fait, Victor va qualifier son interrogateur de monstre. C'est comme ça qu'il le voit parce qu'il criait beaucoup, quoi. Il posait beaucoup de questions sur Victor, mais Victor, il couvrait bien sa couverture. Donc, il restait tel qu'il était dans l'exercice. Donc, cette histoire de police, on va le voir dans beaucoup de chapitres. Et après, je vais vous expliquer pourquoi la police prend des passages à tabac et frappe les agents du Mossad. Mais ça, on va le voir plus tard. Donc là, maintenant, on va rentrer à l'école. Alors, à l'école, on leur explique que le Mossad n'existe pas. Et comme je vous ai dit au début, il porte le nom de l'Institut. C'est comme ça qu'on l'appelle, l'Institut. Et donc, si vous arrivez dans ces rangs, comme vous êtes nourri de légendes qui courent sur son compte, vous vous posez bien sûr beaucoup de questions. Alors, vous vous dites qu'il y a une puissance invisible, surnaturelle qui est à l'œuvre. Et que quand vous voulez des explications, on vous dit toujours on va vous expliquer le moment venu. Donc c'est comme ça que le Mossad endoctrine ces gens, quoi. Donc ils vous font un lavage de cerveau, ils vous font croire qu'il y a une force surnaturelle qui protège le Mossad et que vous êtes un être divin qui est une petite cheville ouvrière du Mossad, quoi. Donc c'est comme ça qu'ils sont formatés à l'école, quoi. Alors il faut savoir aussi que les recruteurs du Mossad, ils choisissent leur proie. Alors si vous avez accepté tant d'épreuves et que vous obéissez au doigt à l'œil, vous serez pris comme un agent. Donc ils ne veulent pas voir des gens qui posent des questions, des gens intelligents qui vont se mettre à douter sur les actions du Mossad. Donc vous n'allez pas faire longue carrière, quoi. Ils vont vous virer tout de suite, quoi. Pas tout de suite, mais vous allez avoir des problèmes, quoi. Donc ils vous font croire, ils vont vous dire aussi que c'est pas vous qui allez faire capoter une action, hein, en posant des questions, quoi. Donc ça, il faut oublier aussi. Alors lui, il avait des idées plutôt libérales, et donc le jour où il a été admis au Mossad, il a été un peu déchiré entre ses opinions et la réalité sur le terrain, quoi. Alors bien sûr, on demande d'être loyal à l'organisation, quoi. L'organisation, le Mossad choisit les plus aptes, hein. On les endoctrine grâce à des techniques sophistiquées de lavage de cerveau. Alors quand elles sont à point, on les fond dans le moule, ça requiert certaines prédispositions. Donc vous voyez comment fonctionne le Mossad, hein. Donc lavage de cerveau, il ne faut plus que vous pensiez empathie, questionnement, raisonnement, non, il faut que vous obéissiez, c'est tout, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors ils sont donc à l'académie en classe, hein, et donc il y a des professeurs qui vont se présenter à tour de rôle dans le cours. Et il y en a un qui s'appelle Aaron Scherf. Et donc c'est le directeur de l'académie à l'époque, et donc il souhaite la bienvenue au Mossad, aux élèves qui sont en cours. Donc il dit que son nom véritable c'est Mossad, le Modi'in Vele Tekfidin Moyadaim. Ça veut dire l'Institut de renseignement et d'opérations spéciales. Ça c'est le vrai nom du Mossad. Et que la devise est « Par la tromperie, la guerre mènera ». Donc là, il est pris un peu de torpeur, quoi. Il est un peu abasourdi d'entendre ces mots-là, quoi. Et voilà, donc là, il rentre dans le moule, quoi, du Mossad. Et donc, alors il découvre aussi que dans le bâtiment, il y a une affiche sur son bureau de Sharef qui dit que c'est une citation de l'ancien président des États-Unis, Warren Harding: n'utilisez jamais de méthode immorale à des fins morales, exactement le contraire de l'académie, ce qu'on sait à l'académie. Donc c'est une citation qui est sur le bureau de Scherf, quoi. Donc ça veut bien dire comment il manipule les gens, quoi. Alors un autre prof, il rentre dans la classe qui s'appelle Eten, et il a un accent d'Afrique du Nord, hein, c'est le responsable de la sécurité intérieure, et il dit que les murs ont des oreilles, que la technologie évolue sans cesse, et que vous apprendrez à connaître des techniques nouvelles. Et il explique qu'il ne connaît pas toutes les techniques d'écoute, quoi. Et donc il dit aux élèves qu'il faut dire que vous devez dire que vous travaillez pour la défense nationale et pas pour l'Institut. Et alors il dit aux élèves, vous devez me remettre tous les passeports, toutes les cartes d'identité. Donc comme Victor, il vient du Canada, toute sa famille, ils ont des passeports et des cartes d'identité canadiennes. Donc ils disent à tous le professeur Eten dit à tous les élèves qu'ils doivent tout remettre et que tout va rester au Mossad, quoi. Et on va apprendre plus tard pourquoi le Mossad il a des passeports des gens qui viennent immigrer
en Israël, quoi. Vous allez voir pourquoi. Et donc, les élèves, ils ont un peu peur parce qu'en fait, le personnage, on découvre dans le livre, il est grossier, il est vulgaire. Et ce même personnage, il va être viré, quoi, du Mossad. Et donc, on va plus entendre parler de lui, quoi. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ils vont recevoir une carte d'identité avec leur photo, un code barre, c'est ce qu'on voit dans le livre. Et donc, voilà, donc les élèves, ils sont pétrifiés, c'est ce qu'il dit dans le livre, quoi. Alors, il y a un exercice de sécurité hein, dans la classe. Et il y a deux agents qui rentrent dans la classe qui tirent à la mitraillette. Et l'autre agent, il a une arme, il tire dessus. Et donc, tout le monde se couche dans la classe. Cet exercice que je vous raconte, il existe. Hein, donc, ce n'est pas des inventions. Donc, ils rentrent dans la classe, ils tirent sur des élèves avec des mitrailleuses et des balles 9 mm. Donc, tout le monde se couche. Après, vous avez un professeur qui rentre dans la classe, qui demande aux élèves « Qu'est-ce que vous avez vu ?» Et tout le monde s'est trompé et tout le monde a faux. Et le professeur demande des détails, quoi. Et personne n'est capable de raconter les détails comme il faut. Et donc, ils ont aussi des exercices de couverture. Hein, donc, ils apprennent des noms. Il y a aussi à l'école des exercices de couverture. C'est avant d'aller en opération dans un pays ou dans une ville, ils doivent apprendre la ville où ils vont aller, les lieux à visiter, le plat national, enfin tout ce qui est qui relève de la culture générale, quoi, de la ville. Et ils doivent avoir une couverture. Par exemple, lorsqu'on leur remet un passeport d'un immigrant étranger qui vient faire l'Elaya en Israël, donc on va utiliser son passeport. Et donc, sur ce passeport est indiqué les hôtels qu'il a visités, les derniers pays, la ville. Et en fait, il faut que l'agent connaisse l'histoire du passeport et de son auteur, du propriétaire du passeport, pour pas qu'il puisse tomber sur quelqu'un ou quelqu'un qui l'interroge, qui lui dise mais ce que tu dis est faux parce que tu es déjà venu. Donc voilà, donc c'est une couverture qu'ils doivent apprendre, quoi. Et donc, ils ont des vidéos, hein, il y a quelqu'un qui filme la vidéo face à l'interrogateur, et donc les autres élèves peuvent voir comment la réaction de l'agent face à son instructeur, qui joue le rôle d'un interrogateur, pour voir comment ils réagissent. Et donc, ils sont là toujours en train d'être filmés dans tous les exercices en classe, quoi. Alors, avec la PAM, c'est une organisation israélienne, donc ils apprennent à faire des filatures en groupe et individuellement, dans la foule, ils choisissent des lieux stratégiques, disparaître, des filatures aux heures de pointe, aux heures creuses. Voilà, donc il y a tous ces trucs-là, quoi. Alors, il y a aussi des travaux pratiques, hein, donc des travaux pratiques au restaurant. Donc, ils apprennent à lire une carte, ils apprennent le vin, les bouquets de fleurs. Pour le vin, ils apprennent même à connaître sa provenance. Hein. Alors, ils prennent des repas à l'académie, dans la salle à manger protocolaire du Premier ministre. Alors, ils enseignent et leur montrent des cartes des plus grands chefs cuisiniers. Ils apprennent à manger avec des cuillères, comment se tenir à table. Donc tout ça, ça fait partie des exercices au sein du Mossad. Donc là, on a déjà un avant-goût, mais vous allez voir, c'est rien du tout, parce qu'après, vous allez voir les magouilles du Mossad et des agents, des officiers du Mossad pour faire de l'argent, pour faire du blé. Alors, dans le troisième chapitre, hein, il explique que les agents du Mossad sont un peu des agents économiques. Et donc, ils vont intégrer un service où ils vont devoir vendre des armes à des pays en guerre, une guerre interne avec des rébellions. Donc, ils évaluent les pays en fonction des critères suivants: connaître son ennemi potentiel, les risques, les objectifs du conflit. Et donc, ils vont s'attaquer au Sri Lanka, les agents du Mossad. Donc, en fait, le Sri Lanka, à l'époque, il participait à un embargo contre les Israéliens, mais il y avait des contacts secrets entre le dictateur, à l'époque, et le Mossad. Donc, le Mossad va envoyer une équipe, et ils vont aider le Sri Lanka à obtenir 2,5 milliards de fonds pour construire un barrage d'eau, je pense, c'est ça, ou un barrage électrique, enfin, c'est un barrage, en tout cas. Et donc, ces fonds doivent servir aux travaux du barrage, mais le Mossad va aider le Sri Lanka, le dictateur à l'époque, à voler l'argent de la Banque mondiale et pour acheter des équipements militaires. En fait, il faut comprendre que le Mossad, il joue sur deux tableaux. Par exemple, pour le Sri Lanka, il y avait une opposition, c'était les Tamouls.
Donc ils vont vendre des armes avec l'argent de la Banque mondiale que le Sri Lanka va recevoir. Et ils vont monter les dossiers avec des professeurs universitaires de Jérusalem et des académiciens. Et ils vont réussir à étaler la période de construction le temps qu'ils reçoivent les subsides pour acheter des armes. Donc ils vont vendre des armes au gouvernement tamoul, au gouvernement sri-lankais et à l'opposition tamoul. Donc ces deux belligérants dans le même pays vont recevoir des armes et en même temps ils vont former les services spéciaux du gouvernement sri-lankais et en même temps les Tamouls ils vont subir la même formation dans deux lieux différents en même temps en Israël. Donc ça il le raconte dans les livres et en fait il explique qu'il y a trois étapes au Mossad. C'est d'abord on vend des armes et puis on fait comprendre au gouvernement s'il établit des liens économiques. Il y a une ambassade, il y aura un support militaire et de l'assistance militaire. Et troisième étape, c'est de vendre des produits agricoles. Mais ils ne les vendent pas parce qu'il y a du cash, de l'argent qui rentre pour les armes. Et on peut penser que des agents touchent de l'argent des commissions dessus. C'est pour ça qu'ils zappent la troisième étape, c'est-à-dire vendre des matériaux agricoles. Donc ça, ils le font pas, quoi. Et donc, en fait, ces subsides, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que ces 2 milliards d'euros de dollars qui vont recevoir Sri Lanka, il est financé par la Banque mondiale, les États-Unis, l'Allemagne. Et on voit donc dans le livre qu'ils détournent l'argent, qu'ils aident les Sri Lankais à détourner l'argent pour acheter des armes. Alors, le cours suivant, il est plus d'actualité, il est animé par Pinas. Il concerne les passeports, cartes d'identité, cartes de crédit, permis de conduire. Il explique en fait que tous ces passeports, le Mossad l'obtient par des gens qui font l'Ayala, c'est-à-dire ils vont immigrer, ce sont des juifs qui vivent en Europe ou ailleurs dans le monde, ils vont immigrer en Israël, donc on leur dit vous devez maintenant laisser vos papiers ici, c'est fini, ces passeports et tout ça. Et on apprend aussi dans le livre que donc, ces passeports vont être réutilisés par des agents du Mossad, donc ces passeports, comme je vous ai dit, ils sont accompagnés par un historique du porteur, donc le lieu où il a servi pour entrer, pour sortir. Et on apprend aussi que le Mossad fabrique des cachets. Vous savez, quand vous allez visiter un pays, quand vous arrivez à la douane, il y a un cachet. Moi, j'ai déjà visité des pays, on met un cachet et pour dire que vous êtes rentré. Le Mossad, par exemple, s'il peut rentrer par la mer, il va rentrer par la mer avec ce faux cachet. Et s'il se fait contrer dans le pays, il dit voilà, moi je suis passé par la douane. Donc il va passer entre les mailles du filet. Et il y a 4 niveaux de passeport, ce qu'on va découvrir. Il y a un passeport ordinaire, premier choix, second choix. Les ordinaires ils vont rentrer dans le pays d'accueil où ils vont être utilisés par des agents par la voie diplomatique, dans une enveloppe fermée et cachetée. On apprend aussi que le Mossad possède une imprimerie au sous-sol où il y a des chimistes qui étudie la composition du papier pour fabriquer des faux passeports dans l'institut d'un autre pays étranger. Alors le Mossad, il aime bien les passeports canadiens, c'est le passeport qu'ils aiment le plus, c'est ce qu'on apprend dans les livres. Dans cette imprimerie, on fabrique aussi des liasses d'argent jordaniens. En fait, ils expliquent que le Mossad il veut inonder la Jordanie de faux billets, enfin de vrais faux billets jordaniens de monnaie, pour augmenter l'inflation, parce qu'il s'est considéré comme un ennemi, la Jordanie, pour le Mossad, Donc tout ça, on l'apprend dans le papier, dans le livre, qui avec des faux passeports. Donc comme je vous ai dit, les migrants sont priés de faire don de leur passeport, parce que la communauté juive arrive en Israël. Donc un juif argentin va par exemple abandonner son passeport en arrivant à Tel Aviv. Et donc ils ont une sorte de bibliothèque remplie, ils ont des milliers de passeports en fait au Mossad, parce qu'il y a beaucoup de gens qui immigrent, il y a des passeports qui sont volés aussi à l'étranger, il y a tout un circuit, toute une organisation qui s'occupe des passeports, Alors les gens qui font des faux passeports, ils se vantent aussi qu'ils n'ont jamais fait capoter une mission à cause d'un vrai faux passeport, Donc voilà, ça c'est pour l'épisode des passeports. Alors il y a aussi un exercice qu'ils doivent faire, c'est dans la vie de tous les jours, c'est recruter. Ils passent leur temps à recruter des sources et il explique qu'une des couvertures qu'il a dû faire, c'est être un homme riche, faire connaissance avec des gens qu'il ne connaît pas, être un homme riche. Donc il se fait passer, il joue un rôle et il explique que c'est difficile de redevenir un fonctionnaire du Mossad parce qu'il ment aux gens et donc il est un peu un mythomane, c'est comme ça qu'il le voit.
Et donc il a toutes les peines du monde à redescendre pour redevenir un fonctionnaire. Alors il explique aussi que par exemple, il se considérait comme un brigand, un bandit, parce qu'il mentait aux gens. Il voyait les choses comme ça, quoi. Et c'était sa couverture, et donc il aimait pas trop mentir, quoi, de faire tout ce... Et en fait, il avait faire tout ça, mais surtout, il avait l'impression d'être à l'époque dans une école de truanderie, de briganderie. C'est comme ça qu'il... truanderie, pardon. C'est comme ça qu'il dit dans le livre, quoi. Alors, il y avait aussi un exercice du café, et il raconte dans les livres au café. Donc, ils sont avec ses amis au café, ils sont à 3, et il y en a un qui part. Et dans le café, donc, l'exercice, ça consiste à faire connaissance avec des gens. Donc, en fait, quand on rentre dans le Mossad, il faut être social, il faut faire connaissance avec tout le monde, il faut discuter avec tout le monde. Et il explique qu'il y a des rapports à faire après chaque mission dans les cafés. Et il y en a un de ses amis qui va être viré parce que c'est un mythomane. Et donc, lui, il explique que son ami venait s'asseoir en face de quelqu'un, il disait bonjour, bonjour, et puis il commençait à manger et boire son café, il n'avait rien à foutre de poser des questions à l'inconnu. Donc lui, quand il faisait son rapport, et il écrivait des choses qui étaient fausses, et un jour il est tombé sur un agent du Mossad, et il ne le savait pas, hein, l'ami de Victor, et donc il a fait un faux rapport en rentrant à la planque, parce qu'en fait les agents du Mossad, quand ils sont en formation, ils ont une planque dans la ville, ils ont 3-4 planques à l'époque, par groupe, ils sont plusieurs, et donc il fait son rapport, et son instructeur l'a lu, et ils l'ont viré le lendemain matin, ils lui ont dit tu prends tes affaires, tu dégages, quoi. Donc voilà. Alors il y a aussi des missions vertes. Alors des missions vertes, ce sont des activités de liaison, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc si par exemple, si vous découvrez quelque chose dans un pays étranger, et que le Mossad n'a pas d'antenne, donc qu'il y a une menace sur le pays, vous avertissez pas le pays en question, vous laissez tomber. S'il y a une antenne, s'il y a des intérêts économiques, militaires dans ce pays où vous êtes et que vous découvrez qu'il y a une menace contre le pays, à ce moment-là, si vous devez griller votre source, vous grillez votre source, vous avertissez le pays hôte qu'il y a une menace sur le pays qui va arriver, quoi. Voilà, donc ça c'est un sacrifice, quoi. C'est livrer des sources, quoi, à un pays hôte, quoi. Donc il dit que si vous devez mettre une source en danger pour avertir une cible d'un attentat qui affecte en rien l'Israël, il ne faut pas l'avertir. Il ne faut pas bouger le petit doigt, ça ne concerne pas le Mossad. Donc si le Mossad a connaissance d'un attentat et qu'il n'y a pas de lien économique, il n'y a pas quelque chose qui lie les deux pays, et ils n'avertiront pas le pays hôte, quoi, de la menace. Ça c'est ce qui s'appelle des missions vertes. Donc c'est vraiment bizarre, quoi, ce nom. Donc moi je l'ai lu comme ça, quoi. Alors durant la deuxième année de formation, donc ils reçoivent un cours de Ran S. Alors il explique, il donne un cours sur le réseau de la diaspora juive, hein, dans le monde, et il explique, par exemple pour Londres, il y a entre 2000 et 5000 collaborateurs du Mossad, hein, ils font partie de la diaspora, que les agents peuvent compter sur la diaspora pour avoir un appartement, une voiture, etc., etc. Donc en fait, ces gens sont dévoués, ils pensent être dévoués à Israël, mais qu'en fait, certains gens du Mossad abusent et arnaquent la diaspora, les Sayanim, c'est comme ça qu'on les appelle dans les livres, et en fait, ils les arnaquent, ils profitent d'eux pour leurs affaires personnelles. C'est-à-dire que le Sayanim, le collaborateur qui aide Israël, il pense aider le pays, mais en fait, il aide l'agent, les intérêts de l'agent pour créer une entreprise. Alors aussi, on explique dans le livre que le Mossad possède des entreprises qui sont gérées par cette diaspora et qu'il y a du personnel qui travaille dans l'entreprise pour le juif, quoi, l'israélien. Et donc, ils rendent des services au Mossad en entretenant des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, les agents, quand ils opèrent, ils travaillent à l'étranger, surtout en Europe, parce qu'il le dit en Europe, ils utilisent des entreprises qui sont basées à l'étranger, qui sont gérées par ces entrepreneurs israéliens situés en Europe, et que donc, si c'est un danger pour les Israéliens, les gens de la diaspora, c'est dangereux pour eux, parce que si l'État hôte découvre que c'est eux qui gèrent l'entreprise pour le Mossad, ils risquent d'avoir des ennuis, et il explique que les instructeurs du Mossad, les directeurs et tout ça, les cadres directeurs, ils disent que c'est pas grave, et donc à rentrer en Israël. Donc voilà, quoi. Donc c'est comme ça que les responsables du Mossad voient les choses. Donc ils n'en ont rien à foutre de la diaspora, quoi. C'est ce qu'on voit dans le livre, quoi.
C'est juste pour se servir d'eux, quoi. Et on apprend aussi qu'un juif ne dénoncera jamais un agent du Mossad qui a demandé de l'aide, quoi. C'est ce qu'on voit, quoi. Les agents du Mossad, le Mossad quand il est en opération, par exemple aussi on découvre qu'il utilise une ville en Europe où quand vous téléphonez, vous pensez téléphoner à ce numéro de téléphone dans ce pays, mais en vérité cette ligne elle est déviée par une autre ligne. Par exemple si j'ai un numéro français et que je suis un Autrichien, je pense appeler en France, mais en fait non. Cette ligne est déviée par une espèce de centrale téléphonique qui dévie les lignes en Israël, par exemple. Vous voyez, c'est une couverture, c'est ce qu'on découvre dans le livre. Et voilà quoi. Et donc on découvre qu'ils sont actifs en Europe, hein, qu'ils ont des sociétés fictives, tout ça quoi. Il y a des gens, des Sayanim des Katsa, on appelle ça des Katsa quoi, de la diaspora qui entretiennent ces entreprises et tout ça quoi. Donc il y a un exercice dans le café. Ils sont dans le café et donc ils attendent leurs amis et aussi encore une fois, hein, comme je vous ai dit, la police arrive et les ramasse tous les trois, tous les quatre, comme ça, et donc interrogatoire, comment tu t'appelles, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais au café, avec qui tu parles et tout ça. Et il y en a un parmi le groupe, il est parti 30 minutes plus tôt. Et donc la police n'a pas pu le ramasser, mais les autres ont été ramassés, dont Victor. Ils vont se faire tabasser au commissariat de police. Ils vont ramasser des coups. Et un de ses amis, il a eu le crâne fracassé. Il est resté 2 jours dans le coma. Il a eu 6 semaines d'hospitalisation. On lui versera un salaire pendant 1 année. Puis on va découvrir que l'agent va démissionner après s'être rétabli. En fait, pourquoi ils l'ont envoyé dans le coma? Parce qu'il a dit la vérité, il a dit à la police qu'il était un agent du Mossad et qu'il a eu le malheur de tout raconter à son navigateur, donc il a eu le droit au tabassage en règle, voilà quoi. Et donc, en fait, pourquoi il y a des tabassages des agents du Mossad? Parce qu'en fait, il y a un petit jeu entre les instructeurs du Mossad et la police, ils parient, c'est des paris en fait qu'ils font entre eux, pour savoir si tel agent va fermer sa bouche ou il va parler. Et donc, quand il y en a un agent qui parle, ben, lui, direction le coma. C'est comme ça le tarif, quoi. Et donc, les policiers veulent prouver qu'ils sont les meilleurs, quoi, pour faire parler les gens. Voilà, quoi. Donc, ça, c'est vraiment les tabassages. Il y a des coups, hein, donc, pour envoyer quelqu'un dans le coma, c'est que vraiment, le crâne, il doit être vraiment atteint, quoi. Voilà, donc il y a aussi un autre épisode très surprenant au Mossad, hein, donc on est en 84. En fait, les agents du Mossad, ils ont la possibilité de, sur des ordinateurs, de lire les missions qui ont été exécutées par le Mossad à l'étranger. Et donc, quand il y a des cours, on les prévient, on leur dit voilà, demain on va voir ce cours-là, telle opération. Donc, ils peuvent aller potasser à l'étage supérieur sur les ordinateurs les rapports de mission qui ont été effectués par les autres agents pour faire cette mission. Donc, Victor et son collègue, comme ils sont studieux, ils veulent potasser les missions. Donc, en fait, je vais vous expliquer quelque chose, c'est que les agents, quand ils rentrent en formation, ils ont le droit de se connecter aux ordinateurs et de lire tous les rapports de mission que les agents ont effectués par le passé en Israël ou à l'étranger. Donc, ils sont en train de potasser et ils entendent du bruit, ils montent aux étages supérieurs et qu'est-ce qu'ils découvrent? Et ils voient une vingtaine de personnes toutes nues. En fait, le Mossad, ils ont une piscine, donc ils voient cette piscine, ils voient leur directeur, des directeurs haut placés dans le Mossad, ils les voient tout nus avec des jeunes secrétaires qui ont à peine 18-20 ans, très belles femmes. Et il y a des partouzes, ils sont en train de faire l'amour autour de la piscine et dans l'eau. Et en fait, c'est une partouze qu'ils voient. Et ils n'en croient pas leurs yeux. Et en fait, on découvre dans le livre que la piscine, c'est l'endroit le plus protégé d'Israël. On ne peut pas accéder à cette piscine. Et ces partouzes ont lieu le soir, 1 fois ou 2 fois par semaine. Voilà quoi. Et donc, il le dit, hein, donc la piscine est un endroit le mieux gardé d'Israël et personne ne peut y pénétrer. Il n'est pas s'il ne fait pas partie du Mossad, quoi. Donc, voilà, c'est des gang parties, quoi, qui s'organisent au Mossad, quoi. Donc, tout ça. Comme je vous ai dit au début, ces livres, le gouvernement, ils ont porté plainte aux États-Unis et au Canada pour pas qu'ils soient publiés. Donc, vous comprenez pourquoi. Donc, voilà. Donc, on va passer au prochain chapitre. Alors, dans ces exercices, Colli, il s'appelle Colli, l'instructeur,
Et donc, il va donner des ordres de mission pour l'exercice sur le terrain. Et donc, ils vont devoir faire une enquête et prendre un contact avec un dénommé Mickey. Alors, comment vous expliquer la fin? Donc, ils font des exercices sur le terrain. Donc, ils sont une équipe. Lui et ses copains, Victor et ses 3 autres collègues, vont devoir travailler en équipe, faire une enquête sur le dénommé Mickey. Un va s'occuper de la surveillance du domicile. Un autre va enquêter sur une société d'assurance où il y a un certain Mickey qui travaille. Donc chacun, ils ont une couverture. Hein. Par exemple, Victor, lui, il était un investisseur associé à un Américain. Et donc, il va se rapprocher d'une société d'assurance où il y a un certain Victor qui travaille. Et il va faire croire à ce Victor qui travaille dans les bureaux qu'ils ont été à la même académie militaire. Et ce Victor va lui dire que de Mickey, en fait, il s'appelle Mike Hariri. Alors Mike Hariri, c'est un ancien officier du Mossad, hein. Il a fait partie du Mossad, hein. Vous savez, quand on fait partie du Mossad, on est toujours du Mossad, même si on ne travaille plus pour le Mossad. Et il était impliqué dans le meurtre d'un innocent à Lillehammer, en Norvège. C'est-à-dire qu'en fait là-bas, il devait tuer un membre du Septembre Noir, le Mossad devait tuer un membre du Septembre Noir du Mossad. Ils se sont trompés, ils ont tué un innocent. Et donc après, lui il était chef de groupe, Mike Hariri, donc il a démissionné du Mossad. Donc ça, retenez-le bien, Mike Hariri, ce nom, parce que vous allez voir qu'est-ce qu'il fait. Et donc j'en reviens à l'enquête à la société d'assurance. Hein, donc ils vont découvrir que Mike Hariri est un directeur de l'assurance. En fait, le Victor va lui dire que non, il ne travaille plus ici, c'est fini. Et qu'en fait, Mike Hariri, c'est un ambassadeur honoraire du Panama. Alors le Panama, dirigé à l'époque par Noriega, qui faisait du trafic de drogue. Et donc, Mike Hariri est un ambassadeur du Panama. Alors, ce Mike Hariri, dans les livres, on le présente comme une légende, hein, parce qu'il aurait tué... Bon, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc, mais en fait, on va s'apercevoir dans les livres, dans l'histoire, que c'est un trafiquant de drogue, en vérité. Je sais que ça a l'air d'être incroyable, mais c'est vrai. Donc, je reviens à l'histoire de l'enquête de la mission. Donc, Victor va se diriger... vers une tour qui se trouve à l'aéroport. Hein. Donc il va trouver son instructeur et il va lui expliquer à l'instructeur que j'ai besoin d'un passeport canadien pour me présenter comme un investisseur qui veut investir dans les perles huitières à Eilat et qu'ils aient un budget de 15 millions de dollars, 3 millions de dollars et demi chaque année pour dépenser de l'argent au Panama. Et donc en fait il veut importer des perles huitières du Panama parce qu'elles sont considérées comme les plus belles du monde et les meilleures. Donc ça c'est sa couverture, Choly il accepte et tout, mais il ne va pas recevoir de passeport pour cette mission. Donc il va continuer la mission sans passeport, juste avec une fausse carte d'identité qui s'appelle Simon. C'était son nom à l'académie sur le terrain pour faire ses missions. Donc Choly, pardon, son instructeur approuve la mission. Donc il va téléphoner à l'ambassade, va tomber sur une secrétaire qui va le mettre en lien avec un attaché commercial. Il refuse, il dit à la secrétaire, je veux quelqu'un qui a de l'expérience dans les affaires et pas un novice. Donc elle lui propose l'ambassadeur Hariri. Et lui, il ignore qui est Mike Hariri en fait, Victor, l'agent du Mossad à l'école des cadets. Donc il ignore qui il est. Donc il reçoit un lieu de rendez-vous, il met son 31, il s'habille et tout, sa couverture elle est parfaite et tout. Il arrive dans le bureau. Il se présente à Mike Hariri, je suis un investisseur, je suis associé à un Américain, nous voulons apporter des huîtres et tout ça. Et Mike Hariri, il n'en a rien à foutre de ce qu'il veut faire comme activité. Il se lève au-dessus de la table, il lui dit, lui, qu'est-ce qui lui intéressait, Mike Hariri, c'est l'argent. Donc il lui dit, vous avez un budget de combien, d'où vient l'argent? Et Victor lui dit, ouais, je suis associé à un homme d'affaires, je suis canadien, et nous avons un budget de 15 millions de dollars, 3 millions et demi, tout ça. Et en fait, Mike Hariri lui fait comprendre que si tu veux faire des affaires au Panama, il faut le bakshish. Il lui dit, il faut faire ça. Et il faut donner l'argent. Parce qu'il lui dit que la main gauche ignore ce que fait la main droite. C'est ce qu'il disait, quoi. Et donc, là, il a été un peu pris de peur. Il était un peu étonné. Donc, lui, il est venu pour des renseignements et pour investir. Et Mike Hariri lui dit, il faut que tu payes le bakshish si tu veux investir, sinon oublie. Et Mike Hariri lui coupe la parole, il lui dit présente-moi ton passeport. Et là, il a été pris de peur aussi, Victor, parce qu'il n'avait pas de passeport. Il lui a dit je laisse à l'hôtel, je ne me promène pas. Et Mike Hariri lui dit en Israël, il faut se promener avec un passeport, c'est obligatoire. Donc il l'a raccompagné à la porte. Et donc là, ce jour-là,
il était un peu pris de froid, quoi. Donc, il était un peu étonné que ça se passe comme ça, le rendez-vous avec Mike Hariri. Donc après, il va découvrir qui est ce fameux Mike Hariri. Donc il se déplace dans pendant la filature et pendant l'observation de la maison, son collègue lui explique qu'il roule avec une voiture diplomatique et c'est lui en fait qui l'a vu dans la voiture. Bon, donc là, à ce moment-là, il se renseigne ici qui il est Mike Hariri, il découvre que c'est un ancien officier du Mossad, quoi. Voilà, quoi. Et voilà, donc il tape son rapport, il rentre à la planque, hein. Dans la planque, il tape son rapport le soir, il reçoit un appel de Colli, et Colli lui dit « Je rapplique tout de suite, je veux voir ton rapport ». Et donc, il arrive à l'appartement, il prend le rapport, il le ramène à l'institut, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les problèmes vont commencer. Premier problème, quand il a fini son rapport, la police débarque. Ils défoncent la porte, ils embarquent tout le monde. Allez hop, direction le commissariat. Et là, des baffes, des coups, comme d'habitude, pour les faire parler. Qu'est-ce que vous faites dans l'appartement? Pourquoi vous êtes à trois? Qui vous a donné les clés? Tout ça. Et pendant qu'ils sont interrogés, quand ils reviennent à l'appartement, la porte est réparée miraculeusement, quoi. Donc voilà. Donc il rentre dans l'appartement, hein, dans sa planque, avec ses collègues du cadet de l'académie, et ça fait même pas 10 minutes qu'il est là, et que le téléphone il sonne, et je vous raconte l'histoire mot par mot. Et il découvre en fait c'est Arale Ser, shérif, le chef de l'académie. Allô Victor, viens évidemment, m'ordonne-t-il, laisse tomber tout le reste et dépêche-toi, c'est compris. Donc il prend un taxi, Victor, et il dit à taxi, déposez-moi au rond-point, il termine le trajet à pied, pour pas que les taxistes comprennent qu'il est un futur agent du Mossad, quoi. Donc il arrive à l'académie, il demande est-ce que quelque chose va de travers, est-ce que il y a un problème. Donc il y a un problème avec Victor, soit qui travaille à l'assurance, soit avec, enfin voilà, il se questionne, il se demande qu'est-ce qui se passe pour qu'on le convoque au siège du Mossad. Et donc à Victor lui répond franchement. Je vais te parler franchement, mon ancien shérif. Mike Hariri est un ancien du Mossad. Donc, il lui déclare que l'ambassadeur qu'il a rencontré, c'est un ancien du Mossad. Et la seule connerie qu'il a faite, c'était à l'île Almer. Donc, comme je vous ai dit, ils ont tué un innocent. Mike Hariri était le chef de groupe, quoi. Donc, il explique, le directeur de l'académie lui dit « Shokili est très fier de toi. Il m'a montré ton rapport. L'ennui, c'est que tu donnes un mauvais rôle à Hariri. » Il donne un mauvais rôle parce qu'il a dit la vérité, Victor. Il a dit que c'est un corrompu qui demande de l'argent. C'est pas un ambassadeur, c'est un truand. Alors, j'étais appelé la nuit dernière pour connaître ta version. Et donc, j'ai lu ton rapport et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est un tissu de mensonges. Donc, en fait, ses supérieurs, ils disent que Victor, il ment. Son rapport, il est faux. Alors, chef me donne sa version d'Hariri, donc ils ont questionné Hariri. Hariri a dit non, c'est un imposteur que vous avez envoyé, il ment, il parle pas l'anglais, tout ça. Alors, d'après lui, il m'aurait fait attendre 20 minutes avant de me recevoir, c'est ce qu'il dit à Hariri. Je ne serais exprimé dans un mauvais anglais, il aurait tout de suite compris qui j'étais et me rejeté dehors. Il prétend ne rien savoir de l'élevage de huîtres et maintenant que j'avais inventé toute l'histoire de toute pièce. Hariri était mon commandant, donc son supérieur lui explique que Hariri était mon commandant. Et donc c'est sa parole contre la scène. Il lui dit crois-tu que je vais hésiter? Donc il croit plus Hariri, l'ambassadeur, l'ancien du Mossad, que le cadet, quoi, que Victor. Alors bien sûr le sang de Victor a fait un tour, hein. Donc il a dit qu'il n'a pas une bonne mémoire de noms, mais c'est vrai, mais ce qu'il a dit, les noms, tout ça, il lui explique à son supérieur qu'il n'y a pas pour son rapport, il n'y a pas quelque chose à mettre en doute, tout est vrai. Mais Victor, il avait une manche, un joker dans sa manche, c'est qu'il a enregistré tout l'entretien. Donc il explique que j'avais branché le magnétophone dans son attaché case. Avant d'entrer dans le bureau de Mike Hariri, j'avais tendu, il a donné la bande à shérif, à son supérieur pour qu'il écoute. Il lui dit voilà l'enregistrement de conversation et vous me direz ensuite qui vous croyez. Mon rapport est la transcription exacte de cette bande, mot pour mot. Alors, son supérieur a pris la bande, il revient un quart d'heure plus tard, et il le reconduit à la planque, et il lui dit qu'il y a un malentendu.
Donc il lui donne des enveloppes d'argent pour lui et son équipe, quoi, parce qu'il vit dans un appartement pour l'exercice. Il lui dit, écoute mon garçon, je sais qu'est-ce que tu as passé une mauvaise nuit au poste, je suis désolé de t'avoir dérangé juste pour te remettre l'argent de ton équipe, mais c'est la vie. Plus tard, Kelly m'avoua qu'il avait été soulagé que j'ai pensé à enregistrer une conversation avec Hariri. Parce qu'en fait, s'il n'avait pas enregistré la conversation, le Mossad l'aurait viré. Parce qu'il n'aurait pas cru son cadet, son futur agent, il aurait cru Mike Hariri. Simon, ajoute-t-il, donc Simon, son nom de code de Victor, tu étais cuit. Je crois que tu n'aurais pas remis les pieds au bureau de sitôt. Je n'ai plus jamais revu la bande, parce qu'il a voulu, Victor, il a voulu récupérer la bande, mais ils l'ont confisqué la bande. Donc, mais en tout cas, il a retenu la leçon. Donc, ma vision du Mossad en a pris un coup. J'avais souvent entendu parler des exploits d'Hariri, de Mike Hariri, mais je le connaissais que sous son nom de code. Lorsque le 20 décembre 1949, peu après minuit, les États-Unis envahirent le Panama, donc il découvre en fait l'histoire du Panama. Donc le 20 décembre 89, les États-Unis envahissent le Panama et les communiqués font état de l'arrestation d'Hariri. Sur les téléscripteurs, il avait décrit comme un ancien officier du Mossad, les services secrets israéliens, devenu l'un de leurs conseillers. Les services secrets israéliens donc ils sont devenus l'un des conseillers. En fait, ils travaillent pour les services secrets de Mike Hariri. Ils sont un des conseillers les plus influents de Noriega. Un représentant du nouveau gouvernement mis en place par les Américains exprimait sa satisfaction car Hariri était après Noriega le personnage le plus important du Panama. Toutefois, la joie fut de courte durée. On avait capturé Noriega, mais pas Hariri. C'était volatilisé. Il réapparut peu après en Israël où il vit toujours. Donc voilà, voilà. Mais ce fameux Mike Hariri, on va entendre parler de lui plus tard. Donc il y a un autre épisode dans cette école, hein. Donc Yossi, c'était en fait il y a une salle qui s'appelle la salle muette. Elle se situe au 4e étage du quartier général. C'est une salle où il y a des officiers du Mossad qui téléphonent à leurs agents. C'est une salle en fait quand ils téléphonent, comme je vous ai dit, le Mossad ne téléphone jamais à ses agents directement sur une ligne directe. Il passe par une ligne intermédiaire située dans dans le pays hôte où se trouve leur agent. Donc ce système permet de téléphoner au Liban, partout. Hein, il fait croire à ceux qui cherchent l'origine de l'appel qui vient de Londres, par exemple. Tu vois, c'est un truc, une couverture, quoi. C'est des appels qui passent par des centrales du Mossad dans les appartements dans les pays hôtes. Donc en fait, cette salle elle va servir à Yossi pour faire l'amour avec une secrétaire, hein, alors que c'est interdit en fait dans le règlement de Mossad d'avoir des activités sexuelles dans le quartier général. Donc un qui s'appelle Yossi, il va faire l'amour avec cette secrétaire et il fait croire qu'il va utiliser la salle pour téléphoner au Liban et en fait il a des activités sexuelles et il raconte son exploit qu'il donne une culotte à la secrétaire devant ses collègues et il dit tiens, t'as oublié ta culotte sur le téléphone. Voilà quoi. Donc ça c'est un épisode où il voit que ses supérieurs ne respectent pas le règlement, déjà eux, et lui il trouve que le Mossad il a une déception en fait, et il a cru pénétrer dans l'Olympe d'Israël et en fait il découvre qu'il a atterri chez Sodome et Gomorrhe et que le quartier général s'est transformé en un immense bésodrome. Tu me dois ci, tu me dois ça, et je te revaudrai ceci. Et donc, en fait, les Katsas sont recrutés pour leur qualité physique. Les secrétaires étaient là pour la plupart très jolis, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un épisode de nouveau sexuel qu'il y a eu dans le quartier général. Donc, voilà, quoi. C'est comme ça que ça marche. Alors, dans le chapitre Dedans et dehors, on apprend aussi que les agents du Mossad, quoi, et les Katsas, les officiers du Mossad, lorsqu'ils travaillent sur le terrain, donc l'agent part à l'étranger pour 6 mois, 1 an, 4 ans. L'officier Katsa, qu'on appelle Katsa, reste au siège du Mossad. C'est le seul lien téléphonique qu'il a entre son agent et l'officier. Donc en fait, il y a une tradition au Mossad qui veut que l'officier va rendre visite à la femme de son agent pour donner des nouvelles de son mari. Or, ces visites vont se rapprocher pour finalement à ce que que l'officier couche avec la femme de son agent. Donc, pendant que l'agent sacrifie sa vie pour le pays, les officiers du Mossad se tapent la femme de l'agent sur le terrain. Et donc,
voilà, donc c'est comme ça que ça marche. On découvre qu'en fait, que les officiers du Mossad se tapent les femmes de leur agent sur le terrain. Donc ça, donc Victor, il a pris connaissance et en fait, il dit qu'on ne peut pas confier un contact on peut pas confier ses femmes au Mossad, quoi, parce qu'en fait, il y a une tradition au Mossad qui veut que les officiers se tapent les femmes de leur agent, quoi. Donc confiez-leur votre vie, mais jamais votre femme. C'est ce qu'il dit Victor, quoi. Alors vous risquez votre vie dans un pays arabe pendant vous perdez votre femme dans les bras d'un officier. La pratique était si courante que si vous postuliez pour le Mossad, on vous demandait pourquoi tu veux tirer un coup. Donc c'était connu au Mossad que les officiers se tapaient la femme de leur agent sur le terrain, quoi. Voilà, donc il y a aussi un autre sujet. On apprend aussi que dans le Mossad, par exemple, bon, souvent il y avait des contretemps, les agents ils étaient appelés pour 24 heures pour un exercice ou un travail. Et en fait, les officiers bénéficient d'un répondeur automatique. C'est-à-dire que si quelqu'un de la famille appelle l'agent ou l'officier, il tombe sur un répondeur et il disait bonjour, j'appelle du bureau, votre mari a un empêchement, hein, donc il prévient la famille. Et il ne pourra pas rentrer comme prévu et vous le rappellera dès que possible. En cas d'urgence, contactez Jacob. Et en fait, des officiers et des agents, ils ont profité pour tromper leurs femmes. Il explique mot pour mot, l'incertitude est évolue, vu l'importance extraordinaire que joue le sexe dans leur vie, les officiers considèrent cette incertitude comme un facteur de liberté. Si l'un d'entre eux s'éprend d'une femme soldat et veut passer un week-end avec elle, son épouse, habituée aux empêchements de dernière minute, ne s'inquiétera pas de son absence. Le comique de l'histoire, c'est qu'on ne peut pas devenir officier sans être marié. On justifie cela de la crainte qu'un célibataire court après les filles et devienne proie facile par une belle espionne téléguidée par un pays ennemi. Comme l'occupation principale d'un officier est la drague, tout le monde le sait. Donc tout le monde fonctionne comme ça, quoi. Donc on appelle la famille, on dit que faut appeler Victor parce qu'il y a un empêchement, il ne pourra pas rentrer. Et en fait, c'est pour couvrir les activités sexuelles de l'agent ou de l'officier avec une femme, quoi. Voilà. Voilà, donc on va aborder le prochain chapitre. Hein, on découvre que le Mossad travaille beaucoup sur les pays arabes, hein, sur l'Arabie Saoudite, sur les Anglais. Les Anglais, ils ont des bons rapports, mais ils ne partagent pas les vrais renseignements. Le Mossad aime bien les renseignements anglais parce que c'est très précis. Donc on apprend aussi que le Mossad ils écoutent les conversations comme tous les pays, comme tous les services secrets, quoi. Et en fait on découvre que Margaret Thatcher était étiquetée comme une antisémite. Donc voilà, donc en fait c'est beaucoup de blabla, hein. On voit que le Mossad ils écoutaient beaucoup l'Arabie Saoudite et les proches des princes et des rois, quoi. Donc ils écoutaient, pas ils racontent ils écoutaient le téléphone d'un proche parent en Europe, donc il a besoin d'argent, il expliquait tout ça, donc il va coucher avec des putes et il va être piégé par le Mossad. Et le Mossad veut lui montrer les photos et le prince de l'Arabie Saoudite il a dit « Ah, j'adore ces photos, donnez-les-moi, je vais les montrer à mes amis. » Donc là, l'agent était un peu surpris, quoi. Bon, alors il raconte aussi qu'elle a rencontré un certain Ephraim, que nous appelons EFI, un ancien agent de liaison de la CIA. Il se vantait d'avoir été le responsable en 1977 de la chute d'Isaac Rabin, alors Premier ministre travailliste depuis 3 ans. Le Mossad n'aimait pas Rabin, ambassadeur aux États-Unis, il avait démissionné en 1974 pour prendre la tête du parti et avait succédé au poste de Premier ministre. Golda Meir exigeait du Mossad des données brutes et non plus des versions édulcorées habituellement servies, ce qui compliquait la tâche du Mossad, désirait d'infléchir la politique d'Israël dans le sens de ses intérêts. Donc là, en fait, il raconte que le Mossad, il édulcore les rapports pour pas que, dans ses intérêts, pour pas que le Premier ministre soit au courant, quoi. Et voilà, quoi. Donc, on découvre aussi dans le livre qu'il y avait un building qui s'appelait l'Asia. Et donc, il faisait des magouilles, hein, des agents, et il traitait certains pays de singes et tout ça, quoi. Il est très long, hein, donc voilà, quoi. Donc vraiment, les Indiens étaient traités de singes, voilà, quoi. Ils descendaient des arbres, des singes, c'est ce qu'ils disaient dans le livre, quoi. Ils vendaient des armes, bien sûr, on entend toujours la Chine qui voulait copier des armes,
il y avait des commissions d'argent, tout ça. Donc partout où il y a de l'argent, il y a des magouilles. Hein. Donc comme je vous ai dit, ils entraînaient les forces sri-lankaises, ils prenaient un groupe, l'autre groupe, ils les montaient les uns contre les autres, voilà quoi. Ils expliquent aussi que quand il y avait des exercices, ils piégeaient, ils avaient un cours de photo, ils utilisaient différents types d'appareils, et près de la plage, au Country Club, se trouve Tel Baka, donc c'est là où elles travaillaient les prostituées, et en fait, il y avait des agents, des officiers du Mossad qui passaient leur temps à piéger des citoyens anonymes, ils les rackettaient. Donc, comme c'était un endroit où il y avait des prostituées près de la plage, donc ils attendaient que les putes ramènent leurs clients sur la plage pour faire bonga bonga. Et les officiers de Mossad faisaient des photos, ils piégeaient les gens et après ils prenaient de l'argent comme ça quoi. Ils notaient les plaques d'immatriculation des victimes et après ils retrouvaient le nom et par téléphone ils leur proposaient d'échanger les photos compromettant contre de l'argent. Donc il y a des agents, des officiers du Mossad qui se vantaient de gagner de l'argent comme ça quoi. Et donc, ils disaient pas combien ils gagnaient, mais il y en a qui il gagnait de l'argent. Donc un jour, il y a quelqu'un qui a porté plainte et il y en a un qui s'est fait sanctionner. Et voilà quoi, il raconte l'histoire comme ça quoi. Alors les responsables disaient rien, ils passaient sous le tapis ces initiatives. Hein. Donc pour eux, pour les officiers du Mossad, les supérieurs, c'était bien qu'un de leurs agents piège des citoyens pour racketter, pour prendre de l'argent quoi. Et donc en fait, donc Victor il explique qu'à force de se vautrer dans la merde, on discerne plus ce qui est pu. Donc voilà. Pour le Mossad, c'était bien qu'on piège des citoyens anonymes parce que ça pouvait représenter un levier de pression sur la personne au cas où on aurait besoin de cette personne pour accomplir des missions. Hein. Voilà quoi. Et donc il racontait qu'ils avaient piégé d'un fonctionnaire d'Arabie Saoudite qui avait été photographié pendant ses frasques avec la pute quoi. Et donc ça, voilà, donc il raconte ces histoires quoi. Il raconte aussi l'histoire dans le cadre d'un exercice, bien sûr. C'est comme ça qu'ils manipulent leur argent sur le terrain, hein, à l'école des cadets, au siège de Madoz, rue Dizengoff, à Tel Aviv. Et en fait, c'est dans le siège de la police spéciale de Jérusalem où ils font des enquêtes. C'est une importante unité spéciale, donc ils vont pénétrer pour voler un dossier au sein de la police, le Mossad. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a un ministre du gouvernement qui est associé au parti qui gouverne le pays. Il est impliqué dans des magouilles. Et donc, l'exercice, c'est d'aller voler ce dossier. Voilà. Ils vont voler le dossier. Et donc, bien sûr, Victor il va comprendre, il va découvrir l'affaire. En fait, que le Mossad, il vole régulièrement des dossiers de l'administration, de la police ou du ministère pour le compte du parti. Et donc, voilà, donc là, ils vont lui faire comprendre, les supérieurs, je vais vous dire les mots, qu'est-ce qu'il dit. Hein. Donc, j'ignore ce que contenait le dossier et le sujet de l'enquête, mais j'ai su que le dossier Pêche, c'est le nom du dossier de l'instruction, fut emporté à la demande du cabinet du Premier ministre et que l'enquête s'effondra faute de documents. Que ce soit Begin, Perez ou Shamir, peu importe, quand on a un outil qu'on peut utiliser, on s'en sert et c'est le Mossad qui le fait, qui l'exécute. Donc il explique que le Mossad exécute les bases œuvres pour les partis politiques qui sont au pouvoir. Donc le Mossad il le fait toujours. Si des jeunes Katsa, des officiers, effectuaient peu d'exercices de cette nature, c'était une pratique régulière pour les hommes suivant l'entraînement de la Néviote. Choqué, je demandais pourquoi nous nous permettions des choses contraires à notre propre règlement. Nous étions censés opérer à l'étranger, pas dans le pays. Omen Rif, que je considérais comme un ami, me répondit. Quand on a perdu quelque chose, on cherche l'endroit où on l'a perdu et pas là où il y a de la lumière. Allusion à l'histoire de l'homme qui a perdu quelque chose dans le noir, qui cherche la lumière pour plus de commodité. Il lui a dit, ferme-la et fais ton boulot, ajouta Rif. Parce que tu ne dois pas me déranger, ça ne te regarde pas, il lui dit. Il racontait l'histoire de l'homme qui vient du désert, qui s'arrête sur la voie ferrée. Il entend siffler le train, blablabla, blablabla, blablabla. Alors, donc voilà, il lui raconte des sornettes, quoi, en fait, son supérieur, quoi. Victor lui répond, va te faire foutre. Il était furieux et donc il est sorti en trompe du bureau. Je savais que j'avais raison. Quand je parlais à d'autres, des sous-fifres comme moi, ils étaient tous d'accord. Mais personne n'osait l'ouvrir parce que tout le monde espérait partir à l'étranger, c'était la seule chose qui comptait.
Avec ce genre d'attitude, on se casse la gueule, ça ne peut pas marcher. Donc en fait, les cadets à l'école du Mossad, ils veulent partir à l'étranger et poser des questions, ça fait des vagues. Donc il a compris que le Mossad exécutait les bases œuvres des partis politiques, quoi. Et donc voilà, donc il est encore une fois, comment dire, abasourdi par ces méthodes que le Mossad utilise, parce qu'en fait le Mossad, il doit travailler à l'étranger, pas à l'intérieur du pays. Et donc là, il vole des dossiers à propos d'un ministre qui fait partie du gouvernement, quoi, qui est impliqué dans les affaires, quoi. Voilà. Alors, en novembre 85, Victor est devenu un Qassam, un officier du Mossad, après 3 années de formation au total. Alors, l'atmosphère était tellement mauvaise qu'ils n'ont même pas organisé de fête. Donc, lui, il a obtenu le diplôme, devenu officier, agent du Mossad. Les autres, ses amis et les 3 autres, ils n'ont pas obtenu, ils ont échoué, quoi. Et un de ses amis qui s'appelle Avigdor, il a été prêté à Hariri comme homme de main. Donc les 2 autres, ils ont eu des métiers subalternes, comme un qui s'occupait des transmissions chiffrées pour le Mossad entre l'antenne et le siège, voilà quoi. Ils ont eu des métiers subalternes. Donc il explique en fait donc les questions de trafic de drogue au Mossad, illégal, c'est pas officiel, donc c'était illégal, personne ne savait, ni la police, ni le gouvernement. Donc le Mossad, il y a des agents du Mossad qui faisaient le trafic de drogue avec Maki Hariri, qui était ambassadeur honoraire à Tel Aviv ou à Jérusalem, je ne sais pas où. Il était ambassadeur honoraire du Panama. Donc 2 semaines après mon affectation, j'ai reçu l'ordre de m'occuper d'un paquet arrivé d'Extrême-Orient par un vol d'El Al à destination d'une adresse au Panama fournie par Maki Hariri. Je devais partir chercher en Subaru. Mais quand j'arrivais à l'aéroport, je découvrais étonnement un paquet qui était trop immense et trop lourd en plastique, avec de nombreux petits paquets plus petits à l'intérieur. Trop volumineux pour la voiture, je fais donc venir un camion pour porter le paquet au bureau, refaire l'emballage et l'envoyer au Panama. Alors je demandais à Hami, Yar, ce qu'il y avait dedans. Ça ne te regarde pas, répond-il. Fais juste ce qu'on te dit. À l'aéroport, le colis ne fut pas chargé par un avion panaméen, mais comme on me l'avait dit, à bord d'un avion de l'armée de l'air israélienne. Alors il s'est dit qu'il y a une erreur. Non, l'avion est prêté au Panama. C'est un avion de transport de troupes Hercule. En son retour au bureau, je me plaignais, je savais que ce que contenait le paquet. Je n'étais pas idiot. Nous n'étions pas intermédiaires avec des armes en provenance de l'Extrême-Orient. Il ne pouvait s'agir que de drogue, c'était de la drogue qu'il y avait dedans. Donc, j'ai demandé pourquoi nous utilisions un avion Hercule de l'armée israélienne. On m'a répondu que le patron de l'aviation panaménienne, c'était Harry. Alors, pas de problème. Au déjeuner, plus tard, au bureau, on peut m'entendre plaindre et demander pourquoi nous soutenions Mike Harry dans ce genre d'activité de trafic de drogue. Il y avait au bureau une sorte de cabinet de cahier de doléances. On formulait sa plainte sur l'ordinateur et elle était transmise à la sécurité intérieure, c'est la Shabak. Le problème avec ce système, c'est que les portes avaient accès aux plaintes et Harry ne manquait pas d'être informé de la mienne. Ce fut la goutte qui a fait inonder le vase. J'avais a priori touché le point faible d'Harry qui ne manquait pas beaucoup parce que nous avions eu une affaire entre nous, quoi. Donc en fait, il va recroiser Hariri sur cette affaire de drogue, quoi. Ça fait la 2e fois qu'il a affaire à ce type et en fait il comprend que c'est un trafiquant de drogue, parce que le Panama était connu comme plaque tournante transit de drogue. C'est pour ça que les États-Unis les ont envahis. Et donc là, il découvre la réalité. Après l'histoire de la drogue, Victor, qui est officiellement un officier traitant, va recevoir un ordre de mission pour aller à Chypre. Et je vais vous la faire court parce qu'en fait c'est un piège. Le Mossad va se débarrasser de lui à ce moment-là. Tout va être un piège, mais il va le découvrir plus tard, trop tard. Donc le Mossad il reçoit l'instruction d'aller à Chypre. Il doit juste être l'intermédiaire pour une opération de capture de 3 ou 5 agents de l'OLP qui vont voyager sur un avion américain privé au-dessus de la Méditerranée vers la Libye. Et donc son rôle, c'est de prévenir, et de rester dans un hôtel, de ne pas bouger à l'hôtel, de prévenir le siège par un code en disant « le poulet est dans le ciel ». Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc il est à l'hôtel, il s'emmerde, il peut faire qu'est-ce qu'il veut à l'hôtel, mais il ne peut pas sortir de l'hôtel. Donc il connaît sa fonction c'est de prévenir le siège.
Et il va rencontrer un Palestinien. Il va se faire passer lui, Victor, pour un Palestinien dans l'hôtel. Il va rencontrer un Palestinien. C'est son contact, en fait. Et son contact va lui avouer que c'est un piège pour le Mossad. Qu'en fait, l'OLP, enfin les 5 membres de l'OLP, ils vont prendre l'avion, mais qui ne sont pas dans l'avion. Parce qu'en fait, le plan c'était quoi? C'était qu'un avion de l'air israélien capture cet avion dans le ciel et le fait dérouter vers Israël pour capturer les membres de l'OLP. Et le contact, il n'avait pas le droit, Mike Harry, de parler avec le contact, donc il va faire sa connaissance, il va le faire voir, et l'autre il va lui avouer que c'était un piège pour le Mossad. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc, Mike Harry va prendre son téléphone, va avertir le siège. Au siège, il n'y a personne qui veut répondre. Il va avertir tout le monde, personne ne veut répondre. Et finalement, il va trouver quelqu'un, un ancien ami militaire, l'unité 8200. Il va lui prévenir que c'était un piège et tout ça. Il va lui prévenir la vérité qu'il ne faut pas capturer, il ne faut pas dérouter l'avion, il faut le laisser voler. Il n'y a personne dans l'avion et qu'il n'y a pas de Palestiniens. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Le gouvernement israélien vont quand même capturer l'avion. Et l'avion va atterrir après l'aéroport à Haïfa. Et qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Qu'il y a des députés libanais, syriens, et qu'il n'y a pas de Palestiniens dans l'avion. Bien sûr, ça va être un scandale. La Libye, la Syrie, tous les pays vont porter plainte à l'ONU. Et on va faire porter le chapeau sur Mike Hariri, sur Victor, l'officier traitant qui devient un agent du Mossad, qui était un agent du Mossad. C'est lui qui va porter le chapeau, mais lui, il ignore, il est toujours là-bas. Et donc, comment il est rentré à Chypre? Et donc, il explique, comme toujours dans les livres, qu'ils ont produit le tampon d'entrée dans le passeport. Il est venu par une vedette de l'armée israélienne dans les eaux internationales. Et puis, une vedette, un bateau de plaisance privée l'a pris en charge et l'a ramené sur les côtes chypriotes. Et de là, il a quitté le pays, vice-versa. Mais arrivé à Chypre, arrivé à Israël, bizarrement, le moteur est tombé en panne. La vedette de l'armée israélienne, à 10 km des côtes. Donc il est resté pendant 10 heures bloqué en haute mer, le temps que le Mossad magouille avec le Premier ministre. Et donc le Mossad a fait porter le chapeau sur Victor. Voilà, donc c'est lui qui a porté le chapeau du fiasco. Alors que lui, il a fait son travail, il avait prévenu, il a essayé de prévenir, il n'y a personne au siège pour lui répondre, il a prévenu l'armée de l'air, la marine, tout, il a tout fait à distance de l'hôtel, il a pris des risques pour prévenir qu'il ne faut pas arrêter l'avion. Et en fait, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a un mouchard à l'aéroport, et il a vu les membres de l'OLP monter dans l'avion pour s'envoler après à être arrivé en Libye, mais que l'avion, quand il a tourné près du hangar, ces membres de l'OLP sont descendus de l'avion. Donc pour l'agent, le mouchard, ils sont dans l'avion, mais pour Hariri, qui connaît la vérité grâce au contact, pourquoi je dis Hariri? Victor, pardon. De Victor Ostrovsky, qui connaît la vérité, et donc il informe le Mossad, mais il n'y a personne qui répond. Donc il a démissionné en 86, il a fait 4 ans, il est parti vivre avec sa famille au Canada, et puis aux États-Unis. Aux États-Unis, il est devenu un grand peintre, je vais vous mettre les liens des tableaux qu'il fait, ils sont vraiment beaux, je les ai vus, et il a repris sa vie civile. Et donc, il peint très très beau. Et donc, les thématiques de ces tableaux portent sur l'espionnage, sur les femmes dans l'espionnage. Vous allez voir, c'est des très de beaux tableaux. Il est exposé à Fine Art Gallery. Et voilà, donc l'histoire se termine comme ça pour lui. Donc, comme je dis, c'est un lanceur d'alerte, précurseur. Et donc méfiance si vous voulez rentrer au Mossad, c'est du lavage de cerveau, tabassage et tout ça, quoi. Donc, il y a un épisode aussi que j'ai découvert en dehors du livre. C'est l'épisode au Liban. Au Liban, le Mossad avait eu connaissance d'un attentat contre le bâtiment des Marines à Beyrouth. Il y a eu 200 Marines qui sont morts. En fait, le Mossad avait eu connaissance, il savait que c'était des milices chiites. Ils connaissaient le camion, la couleur, la description. Ils n'ont pas averti les Américains de l'attentat qui se préparait. Et voilà, donc ça c'est dans le livre de Byway of Deception, on apprend ça, quoi. Et, ils avaient la possession, ils pouvaient sauver des vies américaines, mais ils savaient même aussi où étaient détenus les otages américains à Beyrouth et l'identité de leurs ravisseurs. Ils savaient tout, le Mossad, mais ils n'ont rien dit du tout. Et le camion suicide aussi, ils ont caché la vérité à l'armée américaine. Ils savaient tout. Ils pouvaient tout prévenir, quoi. Ils pouvaient tout prévenir.
Donc, et en fait, le Mossad avait un informateur qui a parlé. L'informateur, il avait tout dit. Il avait raconté toute l'histoire du camion, les otages, il savait tout. Et donc, le Mossad n'a rien dit du tout, quoi. Donc, en fait, le Mossad est considéré que c'était leur précaré, le Liban, que les Américains n'avaient pas joué un rôle sur le sol libyen et qu'il fallait laisser opérer, quoi. Donc, il se passait beaucoup de choses au Liban, hein, avec Sharon, hein, avec les milices chiites et tout ça, qui vont tuer des innocents dans les villages et tout ça, quoi. Et là, donc, pour Ostrovsky, donc, Ostrovsky affirme qu'il rend public ce qu'il a appris au cours de son séjour de 4 ans au Mossad parce que l'agence a trahi sa confiance et mis Israël sur une trajectoire de collusion avec une guerre totale, quoi. Donc, voilà, donc... c'est comme ça. Donc, alors, on apprend aussi qu'un agent, Yehuda Gil, au sein du Mossad, fabrique des faux rapports. Il vole l'argent de son agent, il le garde pour lui, alors qu'il doit payer son agent. Hein, pendant des années, il fait ça. Et qu'il a failli provoquer des guerres en faisant des faux rapports. En fait, ils avaient une source haut placée dans l'état-major syrien. Et il faisait des faux rapports. C'était un mythomane, cet officier traitant. Il racontait des faux rapports pour prendre l'argent. Et il disait que son agent ne voulait pas rencontrer... En fait, il a pris sa retraite et il disait non, son agent ne voulait pas avoir un autre officier traitant que lui. C'est pour pas que quelqu'un vienne mettre son lit dans les affaires, pour qu'il découvre le pot rose, quoi. Donc il fabriquait des faux rapports et ces faux rapports étaient pris très au sérieux par le gouvernement, par l'état-major de l'armée. Et ça a mis plusieurs fois en branle, en état d'alerte, le pays. Il y avait des mouvements de troupes à cause de Yehuda Gil qui faisait des faux rapports, quoi. Et voilà, ça a duré pendant des années, hein. Donc il a ramassé l'argent. Et pour se couvrir, après le Mossad disait non, on n'était pas au courant, on ne savait rien. Tout l'argent qu'il devait donner à son agent du Syrien, il l'a gardé pour lui, quoi. Donc maintenant, en 90, les membres des Mossad disaient qu'ils se méfiaient de Gilles. Ils ont compris qu'il faisait des faux rapports. Ils ne diront cependant pas pourquoi ils n'ont pas agi jusqu'à présent. En fait, les fausses informations par Gilles ont été affectées non seulement à la vision israélienne au Moyen-Orient, mais aussi politique. Parce qu'en fait, il y avait des négociations tripartites entre Américains, Israéliens et Syriens. Et en fait, tous les rapports qu'ils faisaient montraient que les Syriens ne voulaient pas la paix, qu'ils voulaient la guerre. Enfin, on était là-dedans, quoi. Donc, vous voyez, quand un agent sur le terrain fait des faux rapports, ça peut modifier l'histoire, quoi. Donc, c'est un très bon livre, hein. Moi, j'ai aimé le lire. Bon, j'ai un peu raconté comme un robot. J'ai essayé de structurer ça par chapitre. C'est pas facile, hein, parce que c'est très très long. Il fait plus ou moins 380 pages. Voilà. Alors, dans le livre, on rentre directement dans le moule. On commence par l'opération Sphinx. C'est le sabotage israélien sur le territoire français des pièces de la centrale nucléaire aux Irak qu'ils avaient construite pour les Irakiens. Et il y a des meurtres. Ils vont assassiner l'ingénieur, la prostituée, pour couvrir les faits, le Mossad. Parce que la prostituée va comprendre pourquoi elle n'a plus de rendez-vous avec l'ingénieur irakien qui était en formation en France. Voilà. Donc on rentre dans le moule, hein, en lisant le livre. C'est un très bon livre. Ça vous donne une vision du Mossad, hein, les magouilles, le trafic de drogue, les égocentriques, l'égocentrisme des officiers, des supérieurs, des instructeurs. Enfin voilà, quoi. Ça donne l'envers du décor. Comme je l'ai dit, c'est plus un whistleblower, c'est-à-dire un lanceur d'alerte qu'autre chose, quoi. Donc, on peut dire que Viktor Ostrovsky, c'est un patriote qui aimait son pays. Et au final, il a été déçu de voir que c'était une machine de guerre totale contre les Arabes pour anéantir leurs prochains et qu'il n'y aura jamais de paix si on reste dans cette logique de guerre, d'assassinat, qu'on ne peut pas avancer. Et donc il a dénoncé ça à travers un livre, et voilà, quoi. Donc c'est un livre explosif à l'époque. Vous pouvez l'acheter, hein, sur internet, vous le trouvez, vous lisez. Voilà, bonne lecture et je vous dis à la prochaine. L'exercice destiné à tester la résistance et la volonté est particulièrement réaliste. Il commence par une mission de surveillance. Mais l'élève ignore que les instructeurs du Mossad, qui se font passer pour des policiers, se cachent aux alentours. Sans prévenir, il l'arrête et l'emmène dans une fausse salle d'interrogatoire de la police. L'expérience qu'a vécue l'officier Viktor Ostrovsky est typique. J'ai été conduit les yeux bandés au quartier général du Mossad. Je ne savais pas que c'était le QG.
Et je me souviens que celui qui m'a interrogé avait une pupille mal placée. Cela lui donnait un air très étrange. Il m'a demandé qui j'étais et je lui ai donné mon nom de couverture. Tout le monde en avait un pour cet exercice. Et puis je lui ai raconté mon histoire. J'ai dû la raconter des dizaines et des dizaines de fois. Il m'a ensuite obligé à me déshabiller et à rester nu. Et il a continué à m'interroger. Puis ils m'ont jeté un seau d'eau. Je me demandais surtout ce qu'ils attendaient de moi. Que voulaient-ils que je fasse? Et je me suis dit que j'allais maintenir ma version. Peu importe ce qu'ils me feraient, qu'ils me coupent un bras, une jambe, qu'ils me violent, je dirais, je suis cet homme, j'ignore de quoi vous parlez et ce que vous attendez de moi. Et j'ai tenu. Ils m'ont battu, ils m'ont roué de coups, ils m'ont tabassé. Ça n'en finissait pas. À un certain stade, vous comprenez que quand vous obligez votre ennemi à vous frapper, c'est que vous l'avez vaincu. Ils ont en effet épuisé toutes leurs ressources. Lorsqu'ils commencent à vous battre, vous vous dites « c'est bon, ils n'ont plus rien dans leurs manches ». Grâce à tout ce que j'ai vécu durant ma période de formation, tous ces passages à tabac, ces blessures et ces insultes, j'aurais certainement bien réagi si j'avais été capturé par le camp adverse. Je n'aurais eu aucun problème à affronter un véritable ennemi. Comme les autres agences de renseignement, le Mossad est un vrai étalon. Vous le laissez en liberté, il devient sauvage. Si vous tenez les rênes, il fera ce qu'il doit faire. Il le fera bien et sera satisfait de son sort.